Et on va parler des municipales et d'autres choses. Je vous présente mes invités. Bonjour Frédéric Dabi. Merci beaucoup d'être avec nos directeurs général opinion de l'IFOP. Et bonjour Catherine Gentil de Cancode. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du collège de l'ARCOM en charge du pluralisme et de la déontologie. Vous êtes avec nous notamment ce matin parce qu'il y a un colloque ici au Sénat dont on va parler sur le pluralisme et la liberté d'expression. On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, la campagne des municipales, on le voit, qui bat son plein. Frédéric, est-ce que les Français sont entrés dans cette campagne ? Oui, ils y sont rentrés tardivement, mais ils y sont rentrés. J'étais quand même frappé de voir par rapport aux deux dernières, la césure 2013, 2014, 2019, 2020, comme la campagne commençait lentement. Il y a eu bien sûr le frein des discussions budgétaires qui n'ont pas passionné les Français, c'est moins qu'on puisse dire, mais qui ont créé une sorte de halo qui a empêché l'enclenchement de la campagne. Et puis bien sûr, la dimension internationale. Ce qui a changé de manière majeure par rapport à les municipales de 2020, c'est l'intérêt pour les Français pour ces questions internationales et le fait que ça a beaucoup attiré l'attention. Maintenant, le niveau d'intensité d'entrée en campagne diverge en fonction des villes, plus fort dans les petites communes, plus compliqué dans les grandes métropoles. Mais c'est vrai que parler d'intérêt, c'est enclencher la question de la participation électorale. On a tendance à regarder des municipales seulement de manière kaléidoscopique, c'est-à-dire regarder ville par ville, les endroits où il peut y avoir des surprises, des alternances, mais on oublie deux choses. Premièrement, le dégagisme est extrêmement rare aux élections municipales. La règle, c'est de reconduire les sortants. Même en 2014, quand la gauche avait perdu 171 villes de plus de 10 000 habitants, ramené au nombre de villes de plus de 10 000 habitants, et quand bien même on ajoute quelques villes où les maires s'étaient pas représentés, il y avait 75% de reconduction. Deuxièmement, la participation. On se souvient du record d'abstention en 2020 dans des élections qui avaient failli être annulées. La veille au soir, Édouard Philippe annonce un pré-confinement qui a été confirmé le lundi par Christophe Castaner. Et c'est vrai que la participation a été très faible. Maintenant, on est dans une participation qui baisse à chaque élection municipale depuis 2001. La question qui se pose, c'est si cette éclipse du politique au national va avoir un impact sur les municipales ou si les Français vont récompenser le travail des élus locaux qui sont à l'écoute, qui sont sur le terrain et donc enclencher un survote pour ce scrutin du 15 mars. Catherine Gentil de Cancode, c'est une période particulière pour vous, ces périodes électorales ? Oui, absolument, parce que vous savez, en fait, tout est basé sur le pluralisme, qui a un fondement constitutionnel, mais qui est surtout synonyme de démocratie. Et comme disait Churchill, n'est-ce pas, la démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Et c'est très important parce qu'évidemment, Frédéric Dabi connaît ça par cœur, mais c'est notamment, évidemment, ça repose sur le temps de parole, de manière à ce que chaque parti soit représenté en fonction de ce qu'il représente, c'est-à-dire le résultat des élections précédentes, les sondages, la participation aux débats publics et politiques, de manière à ce que les citoyens, qui sont les électeurs du 15 et du 22 mars, en l'occurrence, puissent se faire une idée complète de ce qui leur est présenté et proposé d'un point de vue politique. Et nous, de ce point de vue-là, à l'ARCOM, un mois avant le scrutin, à partir du 16 février, donc, les télévisions généralistes qui participent à l'information et les radios, nous enverrons toutes les semaines le relevé des temps de parole qui sera vérifié de manière à ce qu'on s'assure en effet que chacun soit représenté en fonction de ce qu'il est réellement, soit au niveau local, soit au niveau national. Donc ça paraît un peu contraignant, parfois un peu archaïque, mais la démocratie, il faut savoir que c'est jamais un bien qui est acquis pour toujours et que c'est très important de garder ces références parce que quand on voit effectivement ce qui se passe dans le monde, que ce soit de ce côté-ci de l'Atlantique ou de l'autre côté et dans le reste du monde, il faut vraiment qu'on soit solide sur nos bases et qu'on défende ce principe démocratique qui est fondamental et donc l'accès à l'information et donc l'accès au monde politique. On va en parler et ça fait déjà débat, notamment du côté des candidats à la mairie de Paris et du côté d'Emmanuel Grégoire. Alors, Emmanuel Grégoire, on va l'écouter, c'est le candidat de la gauche hors LFI à la mairie de Paris. D'abord, on va l'écouter sur le plan politique. Il attaque sa principale adversaire, Rachida Dati. Je suis un homme neuf. Moi, je suis élu pour la première fois depuis 2014. J'ai pas 30 ans de vie politique, 30 ans de mandat dans à peu près toutes les fonctions de la République, comme Madame Dati. Mais surtout, j'ai une grande expérience de la ville de Paris. C'est vrai, je crois que c'est utile, voire indispensable pour être maire de Paris. On a aussi un nouveau projet avec de nouvelles priorités qui correspondent, je le crois, à ce qu'attendent les Parisiennes et les Parisiens. Anne Hidalgo, c'était pas pareil que Bertrand Delanoë, mais Grégoire, ce ne sera pas pareil qu'Anne Hidalgo.
Alors là, la campagne, elle est bien lancée à la mairie de Paris. Frédéric, on parlait des divergences qu'il peut y avoir entre la partie nationale et la partie locale. Est-ce qu'à Paris, typiquement, on est dans une élection locale à grands enjeux nationaux? J'ai envie de dire, on est partout dans une élection locale, mais il y a une scansion, une stimulation nationale. Je parlais de 2014, où la gauche avait perdu beaucoup de villes. Il peut y avoir un vote sanction. Il est marginal quand on regarde l'ensemble des villes de plus de 10 000 habitants. En France, on a 33 000 villes. C'est le pays européen où il y a le plus de communes. Et il y a 1000 villes de plus de 10 000 habitants, encore moins sur les grandes métropoles. Et on va plutôt regarder ces grandes villes-là. C'est vrai que les élections municipales, c'est le seul scrutin au soir du premier tour et surtout au soir du second tour. Il y a une sorte de lutte symbolique, et on la verra le 22 mars, des partis politiques pour imposer leur vision du scrutin. Je suis un parti X, j'ai gagné très peu de villes, mais je peux dire que j'ai eu beaucoup de conseillers municipaux élus, j'ai gagné une ville symbolique, on se souvient de Perpignan pour le RN en 2020. Et c'est vrai que par rapport à Paris, oui, Paris peut donner le là, et d'ailleurs il peut donner le là et fausser la lecture du scrutin. Vous vous en souvenez tous et toutes, en 2001, la gauche socialiste perd énormément de villes, énormément de ministres du gouvernement Jospin sont battus, et pourtant la lecture du scrutin, c'est la gauche a gagné Paris et Lyon, et à 1 degré moins de Dijon, c'est-à-dire 2, 3 très grandes villes. Donc sur Paris, effectivement, ça va être regardé de manière très très importante. Et j'entends ce que dit Emmanuel Grégoire et cette plainte vis-à-vis de l'Arcom, c'est parce qu'à Paris, là aussi, la campagne a commencé extrêmement tardivement. En 2014, Anne Hidalgo lance sa campagne quasiment 1 an et demi avant 2014 pour se descotcher de l'image de l'héritière de Bertrand Delanoë. En 2020, on est dans le contexte du macronisme triomphant post-2017 où, dès 2017-2018, les macronistes, Benjamin Griveaux, disent Paris est la ville où Emmanuel Macron a fait un de ses meilleurs scores, la ville doit passer sous le giron macroniste. Donc on n'est pas dans le contexte du tout de la même temporalité par rapport au scrutin précédent. Effectivement, Catherine Gentil de Cancode, Frédéric Dabi l'a évoqué, Emmanuel Grégoire qui saisit l'Arcom, il met en avant une exposition médiatique particulièrement intense de Rachida Dati sur de nombreux médias. Que répondez-vous ? Je lui réponds très simplement que l'Arcom va remplir sa mission comme elle le fait à chaque élection, qu'on n'est pas des petits hommes gris comme on nous présente parfois. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis de la couleur. En plus, on est à parité, hommes et femmes, dans le collège de l'Arcom. Et qu'effectivement, alors quand on a affaire à une personnalité qui est à la fois ministre et candidat, à ce moment-là, son temps de parole est décompté en fonction de ce qu'elle exprime, en l'occurrence, puisque c'est une femme. C'est-à-dire que si elle s'exprime comme ministre de la Culture, espérons, rêvons, on retrouve demain les joyaux de la couronne qui ont été volés au Louvre. Si elle s'exprime là-dessus, son temps sera décompté en tant que ministre. Si en revanche, elle parle de son programme pour Paris, elle sera décomptée comme candidate. Et les autres candidats, en respectant le principe de l'équité, devront avoir le même temps de parole. Donc Emmanuel Grégoire peut se rassurer, en principe, et nous sommes là pour faire respecter les principes à l'Arcom, dans la joie et la bonne humeur, mais dans le sérieux surtout. Donc effectivement, il faudra qu'il y ait une équité dans la représentativité sur les antennes des différents candidats. Juste pour que nos téléspectateurs qui sont peut-être moins au courant, l'équité, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça prend en compte, l'équité ? L'équité, ça veut dire que vous devez être représenté en fonction de ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire le résultat concernant les partis, les résultats des élections précédentes, le nombre d'élus donc, que vous avez ici au Sénat ou à l'Assemblée nationale, les sondages, c'est là où nous retrouvons Frédéric Dabi, et puis aussi la participation au débat public et au débat politique. Et en fonction de ces différents éléments, eh bien évidemment, vous avez un poids qui est plus ou moins important et qui doit être respecté dans le temps de parole. Oui, parce que Frédéric, vous nous dites souvent que les sondages, c'est à l'instant T, c'est une photographie à l'instant T. Mais là, on voit que ça compte dans la campagne électorale. Mais Catherine Gentil l'a très bien dit. Contrairement à ce qui a été dit, notamment à la commission d'enquête parlementaire sur les sondages, il est faux de dire que seuls les sondages conditionnent ce temps de parole. Et sans être un spécialiste, mais pour l'avoir vécu, il y a 2 temps. Il y a le temps de l'équité entre les candidats qui prend en compte le nombre d'élus, les sondages, la participation des politiques et l'égalité parfaite. Et je le dis très humblement, c'est pour les chaînes parfois un casse-tête dans les 2-3 dernières semaines de la campagne. Vous savez qu'il faut travailler
travaille avec LCI et TF1 pour la présidentielle et on faisait un rolling, une enquête quotidienne, et c'était compliqué de rentrer sur le plateau et qu'on me dise, bon, je parle de 2022, aujourd'hui, tu n'évoques ni Marine Le Pen, ni Emmanuel Macron, ni Jean-Luc Mélenchon, parce que les petits candidats sont en difficulté. Alors, c'est une contrainte pour les médias, ils s'en tirent très très bien, mais il y a cette notion que nos téléspectateurs doivent avoir en tête entre équité et dans les 15 derniers jours, si je ne me trompe pas, l'égalité. Ouais. Juste pour être complètement transparente avec nos téléspectateurs, les chaînes parlementaires Public Sénat ne sont pas soumises à l'Arcom, mais s'appliquent les règles de l'Arcom pendant les campagnes électorales. Donc ils verront exactement sur notre antenne ce qu'ils voient sur les autres chaînes. Est-ce que, Catherine Gentil de CanCode, il n'y a pas un peu un paradoxe? Je prends par exemple l'exemple de notre émission. Nous, tous les matins, on a l'habitude d'entendre des maires, de recevoir des maires sur les grands sujets d'actualité. Là, dans cette campagne municipale où on aurait encore plus envie de les entendre, on ne pourra pas le faire, en tout cas on pourra moins le faire. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe dans le traitement de la campagne et dans le suivi de la vie démocratique ? C'est-à-dire que si, vous pourrez le faire, mais en respectant l'équilibre dont on vient de parler. Et Frédéric Dabi a raison de souligner que c'est une contrainte, évidemment, pour les médias, également pour les services de l'Arcom auxquels il faut rendre hommage parce qu'ils sont très dévoués. C'est un travail qui est très méticuleux, mais chacun est conscient que c'est pour la défense de la démocratie. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que l'Arcom, ça apparaît comme parfois quelque chose d'éloigné par rapport aux téléspectateurs et aux citoyens, mais dans un monde où on voit notamment aux États-Unis ou même ailleurs, les gens qui vous disent il faut une liberté totale, tout ça est très archaïque. Cette liberté totale, notamment qui est liée au premier amendement de la Constitution américaine, il faut faire très attention à ce que ça ne donne pas la parole aux plus puissants, aux plus riches, aux plus forts. Et c'est là où l'Arcom a un rôle vraiment démocratique fondamental à jouer, même si ça paraît effectivement une contrainte à la fois pour les médias, mais aussi pour l'Arcom. C'est-à-dire qu'il faut donner au citoyen qui est un électeur, il faut lui donner tout le spectre des possibilités politiques qui s'offrent à lui. Sinon, effectivement, on restreint de plus en plus le champ des possibles et on restreint en même temps le champ démocratique. Donc c'est exigeant, mais c'est absolument obligatoire. Et on va parler de la liberté d'expression des Français et de l'information, puisque je le rappelle, Catherine Gentil de CanCode, il y a un colloque qui se tient au Sénat ce matin sur le pluralisme, sur la liberté d'expression. Vous présidez, vous, le groupe Pluralisme et Déontologie de l'information et des programmes à l'Arcom. Et vous allez nous dévoiler une étude de l'Arcom. Alors, il y a quand même beaucoup de positifs dans cette étude. 94% des Français déclarent s'intéresser à l'information et 92% s'informent tous les jours. Il y a de quoi être rassuré. Donc effectivement, c'était la divine surprise, si j'ose dire. C'est qu'on dit tellement, oui, les Français, enfin c'est un mouvement mondial, mais les gens ne s'intéressent plus à l'information, etc. Eh bien justement, c'est la preuve du contraire. Alors après, évidemment, ce qui est très intéressant, je ne vais pas l'expliquer à un sondeur, c'est où ils s'informent. Et l'autre surprise, c'est que quand même, il y a 64% des Français qui, tous les jours, continuent à s'informer en regardant la télévision, alors qu'on aurait pu croire de manière intuitive que tout ça, c'était l'ancien monde, n'est-ce pas? Et 45% sur la radio. Alors après, il y a effectivement une fracture générationnelle et les jeunes vont bien plus sur tout ce qui est support numérique, bien évidemment. Mais ce qui est aussi très rassurant, c'est que s'il y a une défiance vis-à-vis des médias, et de la classe politique, hein, vous devez en entendre parler régulièrement là où vous êtes, il y a aussi toujours un respect des valeurs du journalisme. Et ça aussi, dans cette étude qui a été conduite donc, par les services de l'Arcom avec beaucoup de diligence et beaucoup d'énergie et d'implication, c'est quelque chose qui est très rassurant parce qu'en effet, les valeurs du journalisme, le sérieux, la vérification des sources, restent quand même dans le cœur des Français, si j'ose dire, et dans leur esprit, quelque chose de capital. Même s'ils ont une défiance vis-à-vis des médias, les valeurs journalistiques restent encore très fortes dans leur esprit. Ah oui, c'est très intéressant le décalage entre le respect des valeurs et une défiance parce qu'il y a le sentiment, à tort ou à raison, mais un sondage ce n'est pas la réalité, hein, c'est une perception du réel, que ces valeurs sont bafouées sur tel et tel média, tel et tel vecteur. Je rebondis sur ce qu'a dit Catherine Gentil, c'est vrai que la fracture générationnelle, elle est absolument immense. Vous savez, l'IFOP, avant chaque grande élection depuis une quinzaine d'années, travaille avec l'ANASEJ, une association qui incite les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales et dans des conseils municipaux de jeunes. Et on voit année après année comme la manière de s'informer. Alors, c'est pour les élections, en manière
politique. On est à J-47 avant le premier tour des municipales. La manière de s'informer des jeunes et celle des autres générations n'a plus rien à voir. Aux élections européennes, c'était la télévision qui arrivait en première position, mais est-ce que c'était pas un item refuge, la télévision dans le salon de ses parents? Mais après, il y avait Instagram et TikTok, des vecteurs qui n'existaient que marginalement en 2017 ou en 2020, et on voit très bien que l'IFOP a une profondeur historique avec les grandes enquêtes faites avec Françoise Giroud, la nouvelle vague, que les discussions en famille, les débats à la télévision ont beaucoup baissé. On a une information beaucoup plus individuelle, beaucoup plus affinitaire et qui passe par les réseaux sociaux. Mais c'est vrai, et je le dis à des candidats qui peuvent nous interroger sur comment faire campagne, on n'est pas sur fromage ou dessert. On est sur une logique plurimédiatique et pour les candidats qui doivent faire campagne, ils doivent être sur tous les canaux traditionnels, les réseaux sociaux, mais un candidat qui ferait que du réseau social en espérant capter le vote des jeunes, ce serait complètement illusoire. Et 44% des Français s'informent tous les jours sur les réseaux sociaux. Cette semaine a été voté à l'Assemblée nationale un texte qui interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Est-ce que l'Arcom aura un rôle à jouer si le texte va au bout, évidemment, au Parlement, s'il entre en application le 1er septembre, si c'est le cas, dit Gabriel Attal? Est-ce que l'Arcom aura un rôle à jouer dans l'application de cette mesure? Oui, alors déjà, l'Arcom se réjouit évidemment de cette prise de conscience collective de défense des jeunes, parce qu'on sait effectivement les ravages que ça peut provoquer quand ils sont enfermés dans leur bulle algorithmique. Et évidemment, les jeunes d'aujourd'hui, c'est une évidence que je vais dire, mais c'est l'avenir de notre pays et au-delà évidemment de la planète, parce que c'est quand même un phénomène qu'on retrouve absolument partout, le fait que les jeunes aillent énormément sur les réseaux sociaux. L'Arcom déjà s'est beaucoup battu pour protéger les moins de 18 ans de tout ce qui est site pornographique. Ça a été un long combat, mais on a réussi quand même à obtenir des résultats parce que là aussi, toutes les études prouvent à quel point ça peut être absolument ravageur. Donc bien sûr, l'Arcom, en fonction de ce que décideront les élus, bien sûr, et des lois qui seront votées, aura un rôle à jouer. Mais on ne peut que se réjouir de cette prise de conscience qui ne veut pas dire que parce qu'on interdit, on oublie l'autre pendant qui est très important, qui est l'éducation aussi. C'est-à-dire qu'évidemment, et les enfants, et les parents, et les enseignants, et les adultes qui entourent les enfants d'une manière générale doivent être sensibilisés et doivent être aussi éduqués, parce qu'on ne va pas faire partir d'un coup de baguette magique les réseaux sociaux. C'est notre monde aujourd'hui, on doit vivre avec, et les enfants, les jeunes, évidemment, ils seront confrontés. Donc c'est très important qu'il y ait une éducation aussi, qu'ils ne se retrouvent pas justement complètement désarmés face aux réseaux sociaux et qu'ils puissent se retrouver dans des bulles algorithmiques. On a vu des exemples, par exemple Skinny Talk sur TikTok, où il y avait des jeunes qui étaient poussés d'une certaine manière à l'anorexie et certains même au suicide. Il y a une enquête à ce propos. Donc voilà, il faut à la fois les protéger et en même temps les informer, eux et leurs parents, pour que le jour où ils sont effectivement face aux réseaux sociaux, qu'ils aient les armes nécessaires pour ne pas se faire prendre dans les algorithmes qui peuvent être très négatifs pour eux. Oui, je partage complètement ce qui a été dit. C'est vraiment une question d'éducation. Les réseaux sociaux, c'est comme la langue d'Ésope, c'est le meilleur et la pire des choses. Et c'est vrai que s'il y a une bonne éducation, s'il y a un contrôle, j'ai vu passer des enquêtes, alors non publiées, sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est absolument plébiscité par les Français. Même chez les 18-30 ans, il y a quand même une sorte de compréhension. Et ce qui est très intéressant, c'est que le soutien le plus fort à ce contrôle, à cette pédagogie, c'est la génération des parents. Il ne faut pas négliger à quel point le pessimisme français est un pessimisme de projection, le sentiment de l'inquiétude à l'égard de ses enfants, le sentiment du déclin de l'école. Le déclin français, il se cristallise sur deux institutions, l'hôpital, l'école. Donc ces mesures sur un sujet où les parents sont souvent désemparés est particulièrement fort, même si je peux participer à des débats où des jeunes étaient sur une logique d'absence d'exemplarité des parents. Vous voulez nous interdire et vous, on vous voit, vous n'arrivez pas à vous descotcher de votre ou de vos smartphones. Ouais, il y a la fracture générationnelle, il y a aussi deux visions qui s'affrontent, notamment deux visions politiques. Catherine Gentil de Côte, vous avez longtemps été correspondante aux États-Unis.
on voit la manière dont Donald Trump se sert de ses réseaux sociaux à des fins politiques. Est-ce que là-bas, ils sont vecteurs de populisme, là où en Europe et en France, on cherche plutôt à les contrôler ? Oui, alors d'ailleurs, ça a été une des raisons de la victoire de Donald Trump en 2016. C'est-à-dire qu'il s'est saisi des réseaux sociaux et il était absolument omniprésent. Et ça lui a permis de créer un lien direct entre lui et les électeurs en justement s'abstenant de passer par certains médias. Et c'était un peu une première. Mais ce qui est clair, c'est que l'Union européenne doit résister à ce mouvement très fort où évidemment les Américains, on connaît les soutiens qu'a eu Donald Trump, Elon Musk, toutes les grandes plateformes qui ont décidé, par exemple, pour utiliser un mot très français, de licencier une grande partie de leurs fact-checkers, c'est-à-dire les gens qui sont censés vérifier les informations. Donc nous, en Europe, heureusement, on n'en est pas là. Et au contraire, encore une fois, pour respecter ce souci de démocratie, pour que ce ne soit pas la loi du plus fort, d'une certaine manière, la loi de la jungle, où c'est celui qui a le plus de moyens qui réussit à le plus s'exprimer, eh bien justement, on doit absolument, je pense, résister à ça. C'est un combat qui est difficile, mais qui sera extrêmement glorieux, si j'ose dire, si on y arrive, parce que, justement, on ne veut pas de société univoque. On ne veut pas que les plus faibles n'aient pas accès, justement, à des moyens d'expression. C'est pour ça qu'encore une fois, ces schémas qui, parfois, paraissent un peu archaïques et qu'on respecte, on s'en rend compte, aujourd'hui, que ce sont vraiment les barrières et les défenses de ce qu'on appelle, nous, la démocratie, et qui est vraiment, encore une fois, il faut bien être conscient que la démocratie, elle n'existe pas pour toujours, elle n'existe pas en elle-même, et qu'il faut la défendre, et qu'il faut vraiment prendre les mesures nécessaires pour qu'elle continue à survivre. Juste, il y a une autre partie dans votre étude sur la désinformation. 47% des Français doutent toujours ou souvent de la fiabilité des informations diffusées par les médias. 58% des Français sont inquiets face aux fausses informations. Les réseaux sociaux, ils contribuent à ce chiffre ? Absolument. Et il y a alors quelque chose de rassurant quand même quand on parle des jeunes qui s'informent, entre guillemets parfois, s'informer sur les réseaux sociaux et les plateformes, c'est qu'en fait, ils sont très conscients, et ça aussi c'était une étude de l'Arcom passionnante, ils sont très conscients des risques de manipulation, d'être pris dans la bulle algorithmique. Ils demandent de l'aide. Dans l'étude, il est prouvé qu'ils voudraient que les adultes soient plus proactifs pour soit les informer justement des dangers, soit leur donner les moyens de lutter contre les fausses informations. Donc ça, c'est quand même une nouvelle qui est très positive sur l'avenir, parce qu'une grande partie des jeunes sont quand même très méfiants et se posent des questions par rapport à ce qui leur est soumis au quotidien. Oui, je suis un petit pas de côté par rapport à ce qu'a dit Catherine Gentil. Sur la démocratie, oui, ce n'est pas un bien acquis, mais elle est dans un sens en danger. La prise de conscience que ce n'est pas un bien acquis n'est pas partagée par l'ensemble des Français. Et puis l'attachement à la démocratie est un attachement un peu lâche, un peu distendu, parce que nous vivons la crise du politique. Nous vivons l'éclipse du politique depuis des années, et ça s'est accéléré depuis cette dissolution et la crise parlementaire dont on parle souvent ici, Oriane. Et c'est vrai que la crise du résultat, le fait que le politique ne change plus la vie, ne soit plus dans une écoute des Français, la crise du résultat, la crise du faire, la FAIRE, et la crise de l'écoute, la crise de la considération, tout ça mine l'attachement à la démocratie. J'avais dans un livre parlé du rapport des jeunesses à la démocratie. On avait 40% des jeunes qui disaient qu'il faudrait un militaire à la tête du pays pour faire avancer les choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'un attachement à l'armée, mais l'idée d'une crise de l'efficacité et qui mine et qui sape. Donc ce que vous dites est extrêmement salvateur. Ce n'est pas un bien acquis, et c'est un bien qui se protège tous les jours. Merci à tous les deux, merci beaucoup. Merci à Frédéric, je rappelle votre livre, Frédéric, c'est L'écharpe et les tempêtes, à lire en cette période de municipales. Et Catherine Gentil de CanCode, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et notre colloque. Et ben voilà, j'allais le dire, l'Arcom, qui organise au Sénat aujourd'hui un colloque sur le pluralisme et la liberté d'expression. On va terminer par l'histoire du jour. Elle nous a été envoyée par un téléspectateur, figurez-vous, Hervé Pupier, qu'on remercie vivement. C'est une très belle histoire. C'était à la une de l'Éveil de la Haute-Loire hier, celle de Christiane et Jean, 103 ans. Tous les deux, ils se sont rencontrés pendant la Seconde Guerre mondiale et sont mariés, tenez-vous bien, depuis 81 ans. Le couple ne connaît pas l'usure du temps. C'est les noces de quoi je crois. Dans leur maison de retraite, ils sont
sont toujours dans la même chambre, leurs deux lits côte à côte. Quand elle quitte la chambre, il lui demande « T'étais où ?» 80 ans après, vous vous rendez compte? On ne s'est pas mariés pour se séparer, dit joliment Christiane. Ils ont eu 5 enfants, 12 petits-enfants, 22 et bientôt 23 arrière-petits-enfants. Alors, vous avez sûrement envie de connaître le secret de leur amour, j'imagine. Oui. Christiane le résume sobrement. Il faut céder, dit-elle. Et à sa fille qui lui demande si elle recommencerait, elle répond un beau oui. Voilà. Bravo, magnifique. Bravo, on les embrasse. C'est presque un conte de Noël avec un peu de retard. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. À demain.